Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la crypto-monnaie Solana. Ça fait un petit moment qu'on vous en parle avec la team Ultra Bourse, mais cette fois-ci on va voir réellement qu'est-ce que c'est que Solana, comment elle fonctionne et surtout à quelles problématiques elle répond. On pense tous que globalement si une crypto-monnaie répond à un problème, répond à une solution, il n'y a aucun souci pour son acceptation globale. Et bien sûr on va répondre à la question, peut-on suivre cette crypto-monnaie? On ira voir graphiquement et aussi bien sûr son site internet. Alors c'est parti, parlons déjà de la problématique des crypto-monnaies 1.0 comme je les appelle, Bitcoin, Ethereum, etc. C'est assez simple à comprendre, mais si vous validez par exemple une transaction 1, ok, à travers la blockchain, il va vous falloir une certaine puissance, ou plus précisément la certaine puissance va vous permettre de faire la transaction un certain nombre de temps. Et après cette validation, vous passez dans le monde des crypto-monnaies. Si bien que si vous rajoutez une deuxième transaction, eh ben, soit vous avez la même puissance de calcul, et donc dans ces cas, il vous faudra 2 fois plus de temps pour la valider et qu'elle passe aussi dans le monde des cryptos, soit 2 fois plus de puissance. C'est cette problématique que j'ai essayé d'expliquer ici. Si vous avez une hausse des transactions, vous devez avoir plus de mineurs pour aller plus vite, d'accord? Si vous avez plus de mineurs, la blockchain, la validation va être de plus en plus compliquée, et donc il faudra avoir plus de mineurs. En gros, la problématique, c'est que vous êtes obligé de choisir entre le délai d'acceptation de la blockchain, de validation, d'accord, et la puissance et le nombre de mineurs associés. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont en train de se mettre dans la faille. Il faut savoir que l'Ethereum est censé sortir l'Ethereum 2.0 dans pas trop longtemps, mais ça peine à sortir. En plus, le sujet est pas flou, mais globalement quand même flou, parce qu'ils ont une problématique supplémentaire, c'est de ne pas dégrader leurs produits actuels. Alors que du coup, on voit exploser 3 nouvelles crypto-monnaies qui sont dans l'air du temps et qui répondent à cette problématique, c'est Cardano, Polkadot et forcément Solana. Alors comment fonctionne Solana? J'ai essayé de vous vulgariser l'ensemble. On va appeler transaction numéro 1 et transaction numéro 2 des nœuds, d'accord? Alors d'aujourd'hui, il y en a un petit peu plus de 800, on verra après sur leur site exactement combien il y en a, et ce sont ces nœuds justement qui prévalident les transactions. Avant même d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais vous parler de leur système. C'est simple, Solana est basé sur le Proof of Stake et sur le Proof of History. C'est ce dernier-là qui est vraiment le, comment dire, le plus important. En fait, le Proof of Historic, c'est un horodatage cryptographique qui permet une vérification avant la sortie d'un nouveau bloc. C'est d'une puissance remarquable et il fallait vraiment y penser. En fait, ce qui se passe, c'est que le protocole Tower BFT, lui, il hash, d'accord, il a un fonctionnement de hachage. Je vous invite à regarder un petit peu ce que c'est sur Internet si vous voulez, si vous êtes curieux de voir comment fonctionne le hachage. Il va en sortir une clé de crypto graphique horodatée. Et si les nœuds ont la même, lui posent la question et qu'ils ont la même clé cryptographique, eh ben ils vont pouvoir envoyer leurs informations directement dans la turbine. Ok, et s'ils n'ont pas la bonne, eh ben ils sont exclus. Par exemple, le nœud numéro 1 n'horodate pas au bon moment, ni avec la bonne clé. Dans ces cas-là, il ne sera pas validé sur le réseau tout de suite. Il attendra le prochain nouveau bloc. Ok. En fait, finalement, on va voir, mais c'est là où réside l'intelligence de Solana et sa construction. Ok, d'accord. Alors c'est parti. Maintenant parlons de Turbine qui est un autre protocole. Lui il sert à ventiler. Il sert à ventiler entre les nœuds, d'accord? Par exemple le nœud 1 est surchargé, la turbine le voit, et du coup ce qui se passe, c'est qu'elle ventile sur le deuxième nœud. Elle ventile aussi sur tous les autres systèmes, par exemple comme Cloudbreak, qu'on parlera plus tard, et bien sûr sur le Gulfstream. Le Gulfstream, c'est lui qui facilite les transactions et puis qui les valide. Il est capable d'en faire 50 000 à la seconde et lui, il est bien sûr centralisé, d'accord? Il n'est pas décentralisé, seuls les nœuds sont décentralisés. Mais le Gulfstream, lui, valide les transactions finales et il en valide 50 000 à la seconde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun des nœuds peut envoyer plusieurs, finalement, dizaines de transactions simultanément. On va voir comment. Mais déjà, la chose numéro 1, c'est qu'il va faire des petits paquets. Il va demander au BFT si la clé d'horodatage est bonne. Si c'est bon, ça part dans la turbine, ça s'envoie au Gulfstream. Et finalement, le Gulfstream ne valide que dans la masse toutes les transactions, vu qu'elles sont toutes horodatées et certifiées par le cœur de décentralisation.
Alors, il y a plein d'autres systèmes que je n'ai pas énumérés ici, par exemple des systèmes annexes comme CloudBreak. CloudBreak, c'est la partie qui s'occupe de la sécurisation des données, il structure les données et les propose en base de données pour être lisible par les utilisateurs. En fait, à long terme, et ça c'est un projet de long terme, ils veulent utiliser un autre protocole qui s'appelle Archiver qui va décharger les nœuds. Pourquoi? Parce que pour le moment, sur Ethereum ou sur Bitcoin, si vous voulez participer au minage de ces deux crypto-monnaies-là, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir télécharger tout le passé de la blockchain pour faire partie des mineurs, ok? Ça peut représenter finalement quelques gigaoctets, voire même un petit peu plus, et donc rendre le processus long d'intégration finalement en tant que valideur, en tant que mineur. Du coup, ce qu'a inventé Solana, ils se sont dit, bah ok, on va dédier une partie de notre puissance centralisée pour le faire. Tout ça, c'est centralisé, d'accord? Et on va utiliser Archiver, qui sera en dehors de ça. Alors pour le moment, ils savent pas trop, ok? C'est sur le long terme, pour éviter de surcharger les nœuds. Si bien que quand il y a un nœud, au lieu de télécharger toute la blockchain, il va peut-être devoir télécharger de quoi faire justement du hachage cryptographique, ok? Pour en sortir son eurodatage. L'eurodatage, si je vous donnerais une manière simple de le voir, c'est un tampon donné par une caissière à un instant donné, ok? Mais le tampon est propre à la caissière, il change dans le temps, et en plus de ça, c'est que si elle le valide pas au bon moment, eh ben sa transaction n'est pas faite en fait. Elle va attendre le hachage d'après pour refaire une clé de cryptage cryptographique et retamponner jusqu'à que ça soit juste. Voilà. Il y en a d'autres, par exemple C-Level, qui permet au cœur justement de valider plein de transactions en même temps. Finalement, ils ont inventé quelque chose, ils ont dit un contrat est égal à un cœur. Un cœur, je parle bien sûr des cœurs de notre CPU, qui est notre unité principale dans les ordinateurs, c'est vraiment le cœur même. Et aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a une multitude de cœurs, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des cœurs gros et lourds comme c'était le cas il y a une dizaine d'années, on a plein de petits cœurs qui en plus maintenant commencent à avoir des spécialités. Par exemple sur son smartphone, on en a un pour la caméra, on en a même dédié pour l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour le traitement de texte, pour l'utilisation de la batterie, enfin bon, vous voyez quoi. Eh ben c'est exactement pareil, là ils ont dit, si au lieu de valider un contrat par un contrat, on va les valider à la chaîne les uns en parallèle des autres grâce au cœur. Pareil, je vous ai pas parlé de pipelining, qui est une communication entre les cœurs. Bah oui, c'est quand même un système décentralisé, et donc ce système décentralisé peut se parler à lui-même. Comment il fait pour faire ça? C'est assez simple, en fait, il se parle entre les cœurs, et si par exemple le nœud numéro 1 est complètement surchargé, au lieu d'attendre que la turbine fasse quelque chose, il va directement demander au nœud numéro 2, est-ce que tu as de la puissance de calcul? Je suis embêté. Le nœud numéro 2 répond, oui, j'ai de quoi prendre ta surcharge, vas-y donne-la moi. Et ils vont se la donner comme ça. Donc en fait c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est un système centralisé et décentralisé. C'est ça aussi peut-être qui va pouvoir la desservir, mais on va voir ça juste après. Maintenant les projets, ça c'est qu'une visualisation, on ira voir sur leur site internet de le plus rigoureusement possible. Ce qu'on peut voir c'est qu'il y a USCoin, d'accord, donc c'est un stablecoin au même titre que Tether et au même titre que Terra, c'est 3 stablecoins. Donc déjà ils se mettent dans la validation des stablecoins, c'est absolument excellent. Ensuite, on voit qu'il y a aussi quelques applications qui sont, comment dire, hors projet crypto-monnaie. Par exemple, Maps.me, c'est un concurrent direct de Google Maps, et sa grosse fonctionnalité, c'est que vous pouvez télécharger les cartes. Une fois que vous les avez téléchargées, c'est une application qui peut fonctionner totalement hors ligne. Voilà, tout simplement. Et donc forcément, elle fait peur un petit peu à Google. Un petit peu, hein, d'accord? Voilà. Le reste des projets, il y en a énormément dans le monde des crypto-monnaies, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup d'applications, beaucoup de wallets, de validation de wallets, et ça commence à se faire. Justement, maintenant, parlons de l'analyse de confiance, l'indice de confiance sur le court terme et sur le long terme. Sur le court terme, j'ai enlevé 2 étoiles. D'accord, je lui mets pas 5 étoiles, je lui mets 3 étoiles quand même. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une crypto-monnaie à suivre clairement. Elle est passée de 1 $, d'accord, à 40 et plus en moins d'un an. Donc clairement, c'est la crypto-monnaie à avoir. Elle s'est hissée au top 10 des crypto-monnaies, des volumes d'échange de crypto-monnaies en moins de quelques mois. Et c'est ça qu'on va aimer chez Solana. D'accord. Par contre, je l'ai enlevé 2 étoiles. Pourquoi? Déjà, elle fait concurrence à Ethereum, qui est quand même aujourd'hui celle qui valide les transactions financières dans le monde, et en plus de ça, elle a des concurrents directs comme
Cardano et Polkadot. Alors même si Polkadot est un petit peu sur la touche parce que ce n'est pas du tout le même fonctionnement, Polkadot essaye de rassembler toutes les crypto-monnaies en son sein, sans modifier finalement le consensus même de la crypto-monnaie, alors que Solana propose carrément quelque chose de différent. C'est une validation digne de la mitraillette, en gros. Si les crypto-monnaies 1.0 étaient plus en mode canonnière, envoyer un canon de temps en temps, eh ben elle est carrément la mitraillette sur le champ de bataille. Et puis aussi, elle n'a pas énormément de partenaires hors du monde des crypto-monnaies. Certes, les stablecoins, c'est déjà énorme, ça représente un marché strictement fou, mais malheureusement, c'est pas des partenaires comme pourrait avoir Engine sur Samsung ou carrément Unity. Donc clairement, j'enlève 2 étoiles juste pour ça. Sur le long terme, c'est un petit peu la même chose. Elle s'attaque à l'Ethereum. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai enlevé qu'une étoile parce que pour moi, son fonctionnement, son fondement est simple à comprendre. Il est scalable. Et ça, c'est très important de le voir. C'est-à-dire que plus on sera de personnes dessus, moins ça sera cher, plus ça sera facile de valider, contrairement à l'Ethereum 1.0. Et même si l'Ethereum est en train de sortir sur 2.0, il prend du temps, il ne sait pas, parce que l'Ethereum a une contrainte supplémentaire, c'est le fait d'avoir des clients et une chaîne qui fonctionne aujourd'hui. Qui dit chaîne qui fonctionne aujourd'hui, dit produit qui fonctionne, et donc il faut qu'ils sortent leur Ethereum 2.0 sans blesser même la structure qui leur offre un placement de choix. Finalement, la plus grosse force de l'Ethereum, d'être un placement de choix, est aussi sa plus grande faiblesse, et ce pourquoi Cardano d'ailleurs s'est créé avec un des fondateurs de l'Ethereum. Aujourd'hui, Solana, c'est pas le cas, mais ils ont quand même une équipe carrément montée en startup, mais carrément folle. J'en parlerai pas, mais vous pourrez retrouver les noms, il n'y a aucun souci. Donc sur le court terme, je dirais qu'il faut s'attendre à atteindre les 80 $ assez facilement, on a déjà touché les 50, mais clairement je dirais 80 $, et sur le long terme, malheureusement je n'ai pas trop de vision, je sais pas si c'est celle-ci qui va éclater, ou si c'est Cardano, ou si c'est Polkadot, ou si c'est les trois d'ailleurs qui vont remplacer l'Ethereum. Si l'Ethereum sort son Ethereum 2.0, il y a fort à parier que ça fasse du mal à ses trois concurrentes directes qui essayent de la détrôner. Et tout ça, malheureusement, je n'ai pas plus d'informations que vous aujourd'hui, il va falloir rester attentif. Nous voici donc sur solana.com, le site, l'écosystème de Solana sur lequel vous pouvez travailler et directement avoir accès. Vous avez pas mal d'informations, je vous invite justement à aller tout en bas, vous voyez qu'il y a déjà tout. On va rebalayer une dernière fois ça, et il y a tous les projets qui commencent, d'accord? Vous pouvez aller les visionner et savoir un petit peu là où ils essayent. Regardez, ils essayent d'être scalables, ok? Ils essayent d'être pas chers. Plus il y aura de monde sur Solana, moins ça sera cher. Contrairement à l'Ethereum qui malheureusement n'avait peut-être pas prévu d'avoir une hausse de son activité exponentielle, là Solana le prévoit directement à sa conception. Et puis bien sûr on peut rajouter plusieurs systèmes à Solana, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour être valideur, d'accord, vous cliquez sur Validator, vous pouvez télécharger des documents, et ça c'est super important parce que vous avez plein d'informations sur le fonctionnement de Solana. Ça a beau être en anglais, c'est assez facile, il y a des petites images, des petites explications, et après il faut traduire ça en français, c'est assez facile. Vous pouvez vous proposer comme valideur, sachez qu'au moment même où je vous parle, justement, il y a des valideurs, il y en a 880, d'accord? Donc c'est absolument énorme, et on valide des transactions absolument énormes pour un prix qui ne représente pratiquement rien par rapport au prix de l'Ethereum. On est pratiquement divisé par plus de 10 000, d'accord? Donc c'est juste énorme. Si vous êtes développeur, vous pouvez justement vous renseigner et avoir un chat qui est dédié à la team, ça peut être toujours très intéressant. Ensuite, il y a toute une communauté qui est aussi très intéressante que vous pouvez rejoindre sur Discord, par podcast, avec des blogs. Regardez, il y a du monde qui suit tout ça et c'est intéressant à suivre. Ensuite, l'écosystème, le fameux écosystème qui va nous intéresser finalement. C'est ça où je veux prendre un petit peu plus de temps avec vous avant de basculer sur les données graphiques. Alors c'est parti, regardez, il y a par exemple les stablecoins, donc USDC, Terra, Tether. Tether, USDT, c'est quand même utilisé à large échelle sur Binance, sur absolument n'importe quoi. Je vous ai parlé des applications. Des applications, il y en a très bien dans le domaine donc des crypto-monnaies, mais aussi pas forcément comme Maps par exemple, qui propose d'avoir
de faire expliquer l'équivalent de Maps, on l'a vu tout à l'heure. Il y a aussi les NFT. Alors les NFT, pour le moment c'est de l'achat de NFT par Solana, mais je sais que Solana sur son carnet de route aimerait bien incorporer justement la création de NFT dans sa blockchain. Donc à voir ce que ça va donner, mais c'est aussi sur son carnet de route, et ça, c'est intéressant. Alors j'en ai fini avec le site, je vous invite à aller le naviguer, à aller voir un petit peu plus parce qu'il y a beaucoup de choses. Maintenant passons sur les infos graphiques. Nous voici donc sur le graphique de Solana contre USDT, justement en graphique hebdomadaire. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'elle est relativement jeune, elle date d'août 2020. En fait, avant, il y a eu des ICO, ok, et tout ça a fini vers les 3 $. Les ICO ont commencé à quelques centimes, avant d'aller se stabiliser pratiquement au 1 $, voire même un petit peu en dessus, et avant d'éclater littéralement. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que depuis décembre 2020, bah, c'est juste impressionnant, quoi. En moins de 6 mois, elle a fait l'intolérable performance de 2300%. C'est absolument énorme, et comme je vous ai dit, on peut aller viser beaucoup plus haut parce que les projets, les gens qui s'intéressent à Solana sont de plus en plus nombreux, les volumes d'échanges sont de plus en plus nombreux, et donc rien de tout ça me fait dire que oui, on va pouvoir s'amuser avec Solana sans aucun souci. Et comme vous avez vu, c'est du proof of stake, c'est-à-dire que vous pouvez non seulement détenir les crypto-monnaies, par exemple sur Binance, c'est-à-dire holder, vous pouvez non seulement trader, en racheter à la journée, et en plus de ça, vous pouvez les stacker pour vous dire, bah de toute façon, moi j'en veux jusqu'aux 80 $, donc je vais les stacker pendant les prochaines années, on va voir ce que ça va me donner. Et franchement, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, pour aller choper quelque chose d'intéressant, en fait, bah moi je vous explique, je vais utiliser la stratégie ADR tendance qui a déjà été expliquée, c'est-à-dire un combo de moyenne mobile 50 périodes et de bande de Bollinger inférieure. Le dernier date du 26 mars, donc il n'y a pas si longtemps, donc je vais lui laisser le temps, ça s'en tenait journalière, là je prendrai jusqu'à 10% de mon capital, et en données 4 heures, vous pouvez voir que on est aussi sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il faut sniper ce genre de corrélation et ne pas hésiter à se mettre dedans. Et après, bah, adviendra qui pourra. Vous prenez un Take Profit 1 sur la bande de Bollinger supérieure, et puis ensuite, bah, forcément, vous adaptez par rapport à votre confiance dans le projet. Clairement, on a touché les 50, ça a été quelque chose de... enfin on l'a vu, ça a fait réagir les gens, ils ont pris des bénéfices à 50, mais pour moi ça va aller bien plus haut, et il faudra être présent lors du prochain pump de Solana. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a inspiré, je vous laisse dans les commentaires la vidéo sur ADR Tendance qui peut être très utile dans le cas de Solana parce qu'on est encore dans la tendance haussière, on l'a vu en données hebdomadaires, donc n'oubliez pas cette crypto-monnaie. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, c'était toute l'équipe d'Ultra Bourse, prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao.